Terminé, j'espère, aujourd'hui mon exploration du monde des indépendants avec ce travail de décomposition analytique qui est un peu la marque peut-être du travail sociologique par rapport à d'autres. Et je vais explorer les mécanismes, comme je l'ai dit, de diversification de l'activité pour gérer des risques et en donnant une typologie de cette diversification. Après avoir procédé à une identification statistique précise de ces cas que j'étudie, donc ensuite une typologie, et puis après une question sur les problèmes de construction de catégories, qui est un grand problème de la science sociale. Vous ne mesurez pas les mêmes choses selon la manière dont vous construisez vos catégories, évidemment, et il faut donc faire un arbitrage entre le détail et la vue d'ensemble. On ne voit pas la même chose de 15 000 pieds et à ras du sol. Et puis ensuite, j'explorerai brièvement le cas des médecins comme un cas de pluriactivité intéressant. Je le contrasterai éventuellement avec, si j'ai le temps, avec celui des agriculteurs qui occupent exactement la position inverse dans l'espace des gains, mais pas dans l'espace de l'ancrage dans l'indépendance. Je finirai par une analyse de ce que veut dire la temporalité du travail dans le monde de l'indépendance, qui n'a pas le même sens du tout que dans le monde du salariat. J'espère arriver au terme de l'exposé sur ce point-là en 1 heure, parce que le problème principal, c'est le temps dans l'indépendance est un temps qui est plus accumulatif que dans le salariat, pour beaucoup de raisons, d'investissement, de dépenses de soi et aussi de constitution d'un capital, vous le comprendrez. Et donc le travail tel que je l'ai décrit jusqu'à présent, source de satisfaction intrinsèque, etc., doit encore être requalifié sur une autre dimension beaucoup plus profonde, qui est le temps d'une vie et le temps d'accumulation par le travail de quelque chose, seul ou, comme vous le verrez, à plusieurs, ce qui est une caractéristique aussi assez singulière du monde des indépendants. Et puis, au terme de ce parcours sur les indépendants, je l'espère en 7 heures précises, j'en viendrai la semaine prochaine à des questions d'arbitrage entre activité, inactivité et chômage et toutes les modalités d'imbrication qui sont complexes et qui donnent lieu à toutes sortes d'analyses, mais aussi de perplexité aux deux espaces, encore une fois, aux deux pôles du monde du travail. Mais bon, je commence donc par ma question de la pluriactivité. Comme je l'ai noté ici, la pluriactivité est un phénomène qui est minoritaire dans le monde du salariat et dans l'indépendance, mais qui est révélateur d'un certain nombre de stratégies. On a en pluriactivité dans le monde de l'indépendance 300 000 personnes, mais qu'on peut décomposer assez précisément, et je vais y procéder. L'INSEE inclut le cumul d'activité dans sa définition extensive de l'indépendance. On peut même être indépendant, selon l'INSEE, en étant principalement salarié, mais en ayant aussi une activité secondaire indépendante. Ce genre de casse-tête est à la fois un délice de méthode et un vrai problème d'analyse pour les sociologues, parce qu'il peut faire pivoter évidemment la catégorie indépendant dans un sens ou dans l'autre. Et il faut pouvoir le contrôler. Mais les conventions statistiques sont les conventions statistiques, et notamment quand on produit des données en série, on ne peut pas changer de convention statistique, évidemment, en cours de route, sinon on fait une rupture de chaîne dans la construction des séries temporelles. Je vous présente ici, parce que mon idée est tout de même aussi de faire dialoguer les problèmes et les données, comme vous l'avez compris, je vous présente une identification statistique. À nouveau, c'est un exercice cruel pour ceux qui ne sont au fond de la salle, mais je vais le commenter brièvement, qui distingue les indépendants monoactifs, donc seuls, indépendants tout seuls, et vous voyez qu'ils sont très concentrés dans le monde de la construction du commerce, où le taux d'indépendants monoactifs est de 80-82% ou 94% dans les métiers dits de bouche, ou 97% dans la pharmacie, et dans le commerce en général, ils sont à 80%. Donc ce sont des mondes qui recourent assez peu à la monoactivité. Contrasté avec la monoactivité indépendante, on a les pluriactifs
et puis les catégories nouvelles qui sont apparues depuis quelques années, qui sont les fameux auto-entrepreneurs, pigeons ou pas, mono ou pluriactifs aussi. Et on en trouve évidemment dans toutes ces activités d'indépendance, on en trouve un certain nombre. Alors, la pluriactivité se loge beaucoup plus souvent dans le monde des services. Le monde des services, comme je vous l'ai déjà expliqué, est un monde beaucoup plus hétérogène et qui mérite d'être examiné de manière très décomposée pour comprendre ce que c'est qu'une logique d'indépendance qui est un mix entre un métier et un statut. Et là, on a des scores de pluriactivité qui sont beaucoup plus élevés. On a des scores, si on cumule pluriactivité classique et pluriactivité en auto-entrepreneuriat, vous voyez qu'il y a des métiers, par exemple les métiers de scientifiques et techniques, on a des scores de 40% de pluriactifs, et dans les métiers de la santé aussi, 1 sur 2 n'est pas un monoactif. Donc il va falloir regarder ça. De même, dans les arts et spectacles, une catégorie qui fait aujourd'hui à nouveau parler d'elle, on a une combinaison de statuts d'activité qui sont une des manières de gérer les risques et de jouer avec les formes d'emploi qui sont décomposées en éléments souvent très fragmentés. Et donc, on jongle à la fois avec des quantités et des formes d'emploi. Voilà le tableau tel qu'il se présente, avec ici des données sur les revenus. Ce sont des données qui datent de 2010, que j'extrais toujours de publications de référence de l'INSEE, avec évidemment des écarts très importants. Vous avez déjà compris que le monde des services de santé, des services juridiques est un monde où les revenus sont beaucoup plus élevés et aussi beaucoup plus dispersés. Les activités juridiques, comme je l'ai dit la dernière fois. Voilà le décor dont il faut partir. Et ce décor montre que la pluriactivité a une incidence qui peut être relativement élevée ou même parfois frôler la moitié des effectifs dans certaines activités. Alors, ce qui est intéressant quand on va regarder ces données, c'est que la pluriactivité est associée à des revenus non salariaux pour ceux qui sont pluriactifs, qui sont plus faibles que les revenus des indépendants monoactifs. Mais si l'on prend en compte l'ensemble des revenus, on a un total des pluriactifs dont les gains sont en moyenne plus élevés que ceux des monoactifs. Donc il y a bien un mécanisme qui joue. Il faut le qualifier. Et on peut le qualifier de plusieurs manières. La typologie que je vais construire progressivement vous montrera qu'il y a derrière ce paradoxe ou cette information, il y a plusieurs possibilités d'explication. Et donc, il faut pouvoir en même temps neutraliser l'influence de ce facteur qui joue un rôle considérable pour commencer à saisir ce qui se joue exactement dans la pluriactivité. Il faut pouvoir ne pas tenir compte ou neutraliser statistiquement l'influence de la diversité sectorielle. Si la diversité sectorielle provoque l'essentiel du résultat en moyenne, vous n'aurez pas expliqué grand-chose, sauf si vous parvenez à neutraliser cette influence du secteur d'activité, puisque être pluriactif dans le monde de la santé n'est pas être pluriactif, n'est pas la même chose qu'être pluriactif éventuellement dans le monde de l'agriculture ou dans le monde de l'industrie. Et donc, on peut procéder à cet exercice par ce qu'on appelle une régression logistique, donc raisonnement toutes choses égales par ailleurs. Et ce travail a été fait sur une base presque identique, mais à une année près. C'est les indépendants de 2011 et une publication toute récente de 2014 d'Omalek et Pigné. J'en ai déjà, je crois, mentionné la référence. Ici, on pratique donc une régression logistique en contrôlant l'influence des différents facteurs. Et vous voyez que la pluriactivité a effectivement, une fois qu'on contrôle le rôle du secteur, et donc on raisonne tout secteur, on contrôle l'influence du secteur et on regarde l'influence propre de la pluriactivité, on voit en effet que la pluriactivité agit négativement sur le revenu non salarié. Donc il y a là un point à examiner de plus près.
Les autres facteurs jouent dans le sens classique que j'ai déjà exposé. L'ancienneté joue à partir d'un certain seuil. Ici, la référence qui est donnée pour l'analyse, c'est entre 5 et 10 ans. Au-delà, elle est très positive et en deçà, elle est négative. Donc l'ancienneté est un mécanisme d'accumulation beaucoup plus lente que dans le salariat, comme je l'ai déjà dit. Et l'âge joue un rôle intéressant aussi. Il joue de manière plus complexe que dans le salariat parce que la dégringolade des revenus après 60 ans correspond aussi à des mécanismes de transmission sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. On peut évidemment raffiner beaucoup l'exercice. L'analyse peut être faite aussi avec la même technique de régression logistique en introduisant cette fois-ci un détail beaucoup plus fin des secteurs, mais là, vous ne le lirez pas très bien, je suis un peu désolé, mais le résultat reste très robuste. Les revenus non salariaux sont impactés négativement par la pluriactivité, c'est ce qui est souligné en jaune ici, en revanche, les écarts de gains dans les différents secteurs correspondent bien à ce que nous attendions et que j'ai déjà exposé. Donc, le résultat est bien une question intéressante, c'est des gains négatifs quand on est pluriactif sur la partie non salariée, mais des gains totaux qui sont, qui sont supérieurs en moyenne à ceux des monoactifs. Alors, et donc, l'exercice, le pas suivant dans le travail consiste à aller regarder de plus près qui sont donc ces pluriactifs. Et parce que cet exercice de décomposition analytique permet d'isoler progressivement là où l'influence causale est la plus forte et d'écarter le bruit dans l'analyse statistique. Ici, je fais figurer la distribution des situations possibles dans le monde des pluriactifs en fonction des secteurs d'activité. Et on peut introduire une distinction supplémentaire entre les pluriactifs au sens large, c'est-à-dire en mélangeant tout le monde, ceux qui font ça un petit peu et pas davantage, je vais y revenir, et ceux qui sont permanents comme pluriactifs, c'est-à-dire qui ont effectivement une double activité. Et vous voyez que sur une population d'à peu près 300 000 pluriactifs, ceux qui sont logés principalement, ces pluriactifs sont surreprésentés dans le monde de la santé, dans le monde des services aux entreprises, en général dans le monde des services, et beaucoup moins dans l'agriculture, l'industrie, la construction. Et ici, on peut faire la distinction supplémentaire entre ceux qui donc l'exercent de manière permanente. On peut avoir des scores relativement élevés qui sont appliqués donc à cette première catégorie. Et dernier point qui va être une source évidemment de perplexité, c'est le temps complet, c'est-à-dire une activité salariée à temps complet en plus des revenus non salariaux dans l'activité, dans le secteur en question. Voilà la manière de procéder pour décomposer en quelque sorte les secteurs, les formes de pluriactivité et la quantité respective de pluriactivité. On voit donc en fait qu'on a affaire à des profils très divers. On a affaire à des gens qui sont des salariés éventuellement à temps partiel et qui cumulent des petits boulots dont certains sont offerts sous une forme indépendante. Par exemple, des agriculteurs qui sont des saisonniers à d'autres moments ou des moniteurs de ski l'hiver et qui font un autre métier ultérieurement. Le secteur de la santé, comme je le montre ici, est le secteur où la proportion est la plus forte, et celle-là, on va l'examiner d'assez près parce qu'elle révèle des traits intéressants. Ce que l'INSEE dit toujours, c'est que nous avons des informations sur les gains, mais nous n'avons pas d'informations sur les volumes de travail. Et là, il y a une sorte de point aveugle de l'analyse sociologique et statistique ou sociostatistique, c'est que la quantité de travail allouée respectivement aux différentes tâches dans une forme soit de monoactivité, soit dans une forme de pluriactivité, elle est objectivable par le salariat, mais pas
du côté de l'indépendance. Et on sait simplement quelle est l'intensité de travail et l'emprise de travail, comme je l'ai déjà dit, du côté de l'indépendance, mais on ne peut pas calibrer exactement la quantité comme on le fait dans le salariat, tout simplement parce qu'il n'y a pas de norme qui est fixée dans l'indépendance. Et donc, tout ça vous dit aussi quelque chose, évidemment, sur le rapport au travail, mais aussi sur les outils dont nous disposons pour analyser le rapport au travail. Le gain est notre manière d'objectiver les choses, mais il est un outil imparfait, puisqu'il masque une information essentielle, qui est pourtant décisive quand on entre dans le monde du salariat. Alors, on peut poursuivre le travail. Je suis ici le travail d'un statisticien de l'INSEE, Franck Evin, qui cherche à décomposer cette pluriactivité par une typologie. Et voilà la typologie des pluriactifs. On va examiner ceux qui ont au moins un emploi non salarié et au moins un emploi salarié. Ils sont 300 000. Dans le salariat seul, on en a 1 million qui sont pluriactifs. Mais revenons dans le mixte salariat-indépendance. Et on va les distinguer en 2 catégories, ceux qui le cumulent toute l'année, environ 130 000 personnes, mais ça ne fait pas un monde fou, mais dans certains métiers, ça fait une proportion intéressante. Et puis les non-permanents, ceux qui jonglent avec les situations. Et la catégorie qui va nous intéresser le plus, c'est celle-ci, c'est celle des pluriactifs permanents que je vais détailler à l'instant même. Du côté des pluriactifs non permanents, pour en dire juste un mot, on trouve typiquement des formes de pluriactivité défensive. C'est un premier type que je fais apparaître, c'est-à-dire des salariés ou des non-salariés qui travaillent peu et qui sont obligés de cumuler. C'est une des modalités de la fragmentation des agendas de travail. On la connaît beaucoup mieux par le monde du salariat. La proportion des temps partiels et des temps partiels cumulés est devenue assez impressionnante dans nos économies contemporaines. Mais on peut le voir ici aussi comme une modalité de gestion d'agenda, mais de manière défensive. Autrement dit, on se situe en bas de la distribution des revenus et l'activité non salariée peut procurer toutes sortes d'opportunités. Encore une fois, on l'observe par les gains, mais pas par les quantités de travail. Il y a une autre forme de pluriactivité non permanente qui introduit le deuxième type que je fais apparaître et qui reviendra dans ma typologie quand j'aurai conclu cette partie de l'analyse. C'est une pluriactivité de transition. C'est une pluriactivité où on passe de l'emploi salarié à l'emploi non salarié progressivement. C'est une des grandes propositions actuelles du marché du travail, c'est de dire si l'emploi salarié est rationné, la possibilité de créer sa propre entreprise existe. C'est une affaire qui existe depuis longtemps, mais les dispositifs et les incitations sont assez nombreuses aujourd'hui. Je ne peux pas détailler tout le mécanisme, par exemple, des aides de l'assurance chômage à la création de l'entreprise, à la création d'entreprises, dispositifs ARCE, ACRE, etc. Mais ils sont assez nombreux. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ça a une incidence sur le comptage statistique. On voit apparaître des individus qui cumulent au cours de l'année les 2 situations de salariés et non salariés, mais qui en réalité, dans une dynamique de transformation personnelle de l'activité, vont passer de l'une à l'autre. Et on les observe peu dans le monde de la santé où l'ancrage dans l'activité, dans le métier proprement dit, est très précoce et donc il n'y a pas de transition à proprement parler. On est d'abord indépendant et très tôt dans le monde de la santé, mais on l'observe davantage dans le monde de l'industrie et du commerce où il y a beaucoup plus de phénomènes de reprise d'activité, d'installation à son compte, comme on dit, et d'entrée dans l'entrepreneuriat et dans l'indépendance. Ensuite, la catégorie qui est la plus intéressante pour moi, c'est donc celle des pluriactifs permanents, tout au long de l'année, qui occupent plusieurs postes
dans une entreprise et aussi éventuellement des emplois non salariés ou qui sont indépendants avec des compléments salariés. Ils représentent 44% des pluriactifs, donc c'est une catégorie consistante. Et pour ces 44%, 53% d'entre eux, c'est-à-dire la moitié de ces 44%, encore une fois, il faut garder à l'idée le film de la décomposition statistique, 53% occupent un emploi salarié à temps plein. Donc imaginez où nous sommes. Nous sommes à la frontière entre différents statuts. Et 47% l'occupent à temps partiel. Quand vous imaginez ce qu'est la construction juridique des catégories et des emplois, qui est une construction sophistiquée, qui est arrimée à des mécanismes de protection sociale, des mécanismes d'assurance, des mécanismes de gestion d'assurance chômage, d'assurance maladie, etc., etc., vous voyez bien que ces situations font bouger en quelque sorte toutes les lignes et créent aussi des demandes de revendication et créent sans arrêt de nouvelles catégories intermédiaires ou hybrides. Les auto-entrepreneurs sont une catégorie hybride qui joue sur les leviers d'association entre espérance d'activité, de gain, et système de protection et mécanismes fiscaux. On a ici le social qui travaille dans plusieurs dimensions et pas simplement dans des questions de est-ce que je vais me faire plaisir dans un travail ou est-ce que je vais donner une valeur positive à mon travail. On voit agir ici les fondamentaux des mécanismes de couplage entre un marché du travail et un ensemble de dispositifs de protection et de régulation sociale. Donc c'est ce point qui est intéressant quand on examine ces pluriactifs permanents et quand on va dans le détail, je ferai l'exercice pour les médecins, mais on pourrait le faire, je l'ai vu aussi par exemple pour les artistes, qui sont confrontés en permanence à des arbitrages entre indépendance et salariat et qui aimeraient au fond pouvoir se couvrir des risques en bénéficiant des protections des deux mondes ou des avantages cumulés des deux mondes, ce qui est complexe évidemment. Et donc, quand on va ensuite regarder ce que sont ces pluriactifs permanents et quelle est au fond leur situation, une bonne régression logistique, là aussi, est très utile. On a donc continué le travail de décomposition et maintenant on introduit les pluriactifs permanents à temps complet et à temps partiel et on va regarder ce qu'est l'effet de cette pluriactivité, non pas simplement sur le revenu non salarié, nous avons compris qu'il est négatif, mais sur le revenu global. Et c'est là que l'information est importante. L'effet propre de la pluriactivité sur le revenu non salarié est comme attendu négatif, notamment pour les pluriactifs à temps complet, puisque l'essentiel de leur activité pour plus de la moitié d'entre eux est un temps complet salarié, donc il est assez logique qu'on ne puisse pas se démultiplier intégralement en deux mondes, en deux activités à temps complet, ça ferait beaucoup de travail. Mais en revanche, une fois qu'on regarde l'effet sur le revenu global, ici on est à moins 53%, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, et ici on est à plus 205% de gains nets une fois qu'on mesure l'effet propre sur le revenu global. Donc, et à nouveau, en contrôlant tous les autres facteurs, ce qui est très important. Contrôler les secteurs, c'est essentiel. Vous voyez que l'effet du secteur sur les chances de gain non salariés et les chances de gain total, sans prendre en compte la pluriactivité, donc sont plus 166 et plus 144 contre, par exemple, moins 46 et moins 45 dans l'agriculture. Donc ça, c'est ce qui fait l'hétérogénéité, le secteur. C'est lui qui est porteur de toute l'hétérogénéité et donc du bruit dans l'analyse statistique. Et une fois qu'on le neutralise dans la régression, on obtient ce genre de résultat-là. On a donc contrôlé l'influence du secteur et on obtient l'effet propre de la pluriactivité, qui est bien donc un mécanisme qui, pour ceux qui y recourent, a une propriété de gestion de risque, mais d'une certaine espèce. Et c'est ça qu'il faut identifier.
de quelle espèce. J'ai déjà commencé à introduire l'idée. La typologie qui va apparaître, c'est une typologie qui, en quelque sorte, distingue, comme je viens de le signaler à l'instant, une typologie de transition, une gestion de mobilité. On a beaucoup aujourd'hui à faire à des discussions sur les mobilités professionnelles, la gestion des parcours et les transitions. C'est évidemment, ce que je vous présente ici, c'est une sorte de zoom sur des situations qui sont statistiquement minoritaires, mais qui sont des complexités qui peut-être se développeront progressivement. La société salariale a été, dans son arc de réalisation et d'accomplissement, en progrès constant sur un modèle du travail à temps plein en contrat à durée indéterminée, pour parler de la France. Ce modèle commence évidemment est soumis à des tensions fortes, et donc les situations de complexification du travail, des agendas de travail et des formules de travail sont maintenant dans le menu à la fois des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des acteurs entrepreneuriaux. Les accords récents sur les accords nationaux interprofessionnels sur la gestion des parcours et les droits rechargeables, etc., montrent qu'on prend en compte progressivement cette fragmentation des situations. Et je prends le problème par son écart maximum, puisque je regarde la fragmentation entre deux mondes qui normalement s'opposent absolument, qui sont l'indépendance et le salariat. Et donc, mon premier type, c'est le type de la pluriactivité de transition. Activité salariée demeurant une solution d'abri, en même temps qu'on s'engage dans un travail indépendant où on se teste et on va regarder si c'est possible ou non, et aussi transition tout simplement vers un changement de monde. J'étais dans un taxi hier et j'interrogeais le taxi pour des raisons conjoncturelles assez faciles à comprendre, et parce qu'un sociologue dans un taxi, au moment où les taxis font grève, ne peut pas s'empêcher de questionner les taxis, et il me racontait exactement ce que je vous raconte ce matin, c'est-à-dire un travail salarié. Il fait partie d'une coopérative, mais dont les règles ne lui conviennent plus. Il est salarié de cette coopérative, et encore, une coopérative, c'est en principe moins tendu qu'une société à capital classique. Et l'usure fait qu'il se lance dans l'indépendance avec un ami, ils ont une opportunité, il a envie de se réaliser autrement, et donc il joue sur des transitions. Et je n'ai pas choisi le cas comme ça de manière délibérée. L'opportunité de discuter, elle se fait surgir ce qui est dans la matière même du social quand on va regarder en zoomant de manière assez précise. Voilà, et donc si vous allez regarder les informations sur le site de Pôle emploi, vous verrez la masse considérable des dispositifs de soutien à la création d'entreprises pour organiser ces mobilités avec des parachutes ou non de transition, parce que la prise de risque dans l'indépendance, comme je l'ai dit déjà et je le redirai, est beaucoup plus élevée évidemment que dans le salariat, mais les combinaisons de situations sont précisément celles-là. Et la transition peut être en quelque sorte décomposée en étapes avec des retours possibles, des réversibilités de situation. Le deuxième type que je distingue, c'est le type donc de pluriactivité défensive. Et là, nous nous situons, comme je l'ai dit, dans la partie basse des revenus non salariés. Et il s'agit de multiplier les activités en fonction des opportunités et en fonction de ce qui se présente. Le travail peut se présenter aujourd'hui de bien des manières. Les activités de service à la personne peuvent être organisées en salariat dérogatoire, en indépendance, en black, en travail au noir, etc. Voilà, et la demande de travail est exprimée sous ces formes-là. L'individu compose parfois des ensembles d'activités qui sont hétérogènes sur le plan de la gestion. Mais tout le monde n'a pas un expert comptable pour gérer ses revenus, évidemment.
Donc on a affaire à des effets aussi de sélection et des effets de maîtrise de la gestion de cette pluriactivité de type défensif. C'est pour ça que le salariat peut jouer un rôle abri à l'intérieur duquel on loge autre chose, parce que le salariat vous procure immédiatement et automatiquement un cadre de protection et d'organisation du temps, alors que l'indépendance, ce sont un ensemble de mécanismes plus complexes et qui ne sont pas coordonnés entre eux de la même manière. Donc se placer sous l'abri du salariat pour exercer aussi dans l'indépendance est une gestion évidemment assez optimale du point de vue de tout ce qu'on appelle des coûts de transaction de l'activité, tout ce qu'il faut faire pour se procurer tout ce que procure une activité, des revenus mais aussi des droits. Et la troisième modalité, c'est une pluriactivité intensive. Celle-là est beaucoup plus nettement liée à la valorisation d'une compétence ou d'une réputation sur plusieurs marchés de prestations. L'activité salariée et non salariée sont alors fortement complémentaires et concernent généralement un même métier ou un même ensemble de métiers très proches sur lesquels l'individu peut agir en combinant des revenus. Et il n'est pas évidemment il n'est pas insignifiant de comprendre, de voir que cette pluriactivité de type intensif est surtout observée dans des mondes qui régulent eux-mêmes l'entrée dans ces métiers ou dans ces secteurs, par exemple les professions libérales, santé, métiers juridiques, etc., ou les professions de l'enseignement. On a un certain nombre d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs qui sont aussi consultants libéraux, comme j'avais déjà mentionné, ou avocats. On aura tout à l'heure une intervention d'un professeur de droit. Je ne lui poserai pas la question de savoir s'il est aussi consultant, mais ça dépend des spécialités du droit. C'est encore une affaire en soi. En tout cas, sur cette activité-là, cette pluriactivité-là, elle a un caractère d'action, en quelque sorte de valorisation de ce qu'est le métier dans plusieurs dimensions, à la fois d'exercice et de gain. Alors, on a une preuve de ça très précise, puisque la santé est surreprésentée dans la pluriactivité. Allons regarder le cœur du monde de la santé. Allons donc regarder comment travaillent les médecins. Et ici, je vous ai rassemblé à nouveau sous des conditions de lisibilité qui sont propres à cet amphithéâtre. Je vous ai rassemblé les informations sur les spécialités médicales et l'information statistique complète sur l'ensemble des médecins, avec la part des médecins qui exercent exclusivement en libéral et ceux qui exercent en libéral et en salarié. Je n'ai pas la catégorie de ceux qui exercent exclusivement en salarié, qui est beaucoup plus faible, mais vous avez donc les revenus des catégories respectives, mettons libéral et mixte pour aller vite, qui sont pas dans chaque spécialité, qui ne sont pas très différents les uns des autres. Les niveaux sont assez proches en termes de moyenne. Vous verrez que les dispersions sont différentes. Et puis vous avez la part que représente le salaire dans l'activité mixte. Et elle peut être très élevée chez les radiologues, elle présente presque la moitié. Les radiologues qui pratiquent en activité mixte sont 43%. Ils sont 46% chez les chirurgiens, mais ils ne sont que 17% chez les anesthésistes, etc. Ou chez les omnipraticiens, ils ne sont que 19% à être mixtes. La plupart sont donc des libéraux purs. Donc l'incidence de l'activité mixte, elle varie beaucoup selon les spécialités. Et la part du salaire elle-même peut varier dans des proportions qui vont de 25 à 46-48%. Donc voilà le tableau de l'équation, en quelque sorte, de la pratique de ce métier qui donc filtre à l'origine, qui procure une garantie statutaire, plusieurs garanties statutaires, celle de l'indépendance, mais celle aussi de l'exercice d'une profession libérale contrôlée. Il est donc intéressant de procéder rapidement à un exercice de décomposition, lui aussi, est facile à faire. Vous avez ici
le revenu d'activité selon qu'on est en mode libéral ou en mode mixte. C'est une autre représentation des données que celle que je viens de faire. Vous voyez que les données sont assez proches en mixte ou en libéral. Et la hiérarchie est assez impressionnante aussi, interne à la catégorie. Donc, comme toujours, selon le problème que vous vous posez en sociologie, on va se demander si on examine les médecins en général ou si on va regarder de plus près et on décompose les spécialités. Le non-spécialiste, l'omnipraticien, est en bas, évidemment, alors que tous les spécialistes sont plus hauts, mais avec des différences très importantes, puisque là, on est dans des échelles de 180 000 euros et on est en 2005. Les données portent sur 2005. Je ne peux pas actualiser toutes les données parce que les problèmes que je traite sont liés à des travaux de certaines années et donc ils ne peuvent pas être actualisés en permanence. Mais vous voyez ici la hiérarchie radiologue, chirurgien, anesthésiste, ophtalmologue, stomatologue, cardiologue, etc. Donc, c'est une autre manière de visualiser la chose. Et puis voilà la décomposition des revenus quand on ne s'intéresse qu'aux médecins mixtes. Quelle est la prise exacte du revenu salarié sur l'ensemble des gains et quelle est la part, en quelque sorte, de diversification de l'activité par la combinaison salariat et indépendance. Et la part des revenus du salariat est toujours minoritaire quand on regarde dans le détail. En moyenne, elle est toujours minoritaire. Et donc, c'est bien le libéral qui constitue le socle de ce monde, indiscutablement. Et l'activité salariée fournit une extension, comme je l'ai dit, sur un autre marché de prestations et aussi d'autres besoins. On a là ici, derrière ce problème-là, on a évidemment l'implication des médecins dans le monde de l'hôpital et dans le monde des cliniques, dans le monde des organisations. Les praticiens, les libéraux en organisation, un fameux sujet pour les sociologues des professions au sens large. Est-ce qu'un libéral est encore libéral quand il est incorporé dans une organisation ? Ici, on voit qu'il peut être en quelque sorte resté libéral à travers la multi-activité. Il n'est pas membre de l'organisation. Sa loyauté à l'égard de l'organisation, de l'hôpital, etc., elle est indexée sur son mélange d'activités. Et il est en quelque sorte un libéral dans l'organisation quand il est employé par un hôpital ou une clinique. Il se comporte comme un agent plus libre que les autres et donc il joue sur d'autres phénomènes que sa subordination quand il est salarié. Voilà une preuve en quelque sorte par l'équation des gains de ce que c'est que le degré d'autonomie dans l'activité quand vous êtes dans ces métiers-là. Alors, la dernière indication que je vous donne, elle est toujours importante parce que c'est l'équation du risque. C'est la dispersion des revenus selon qu'on est en mode mixte ou en mode libéral. En mode mixte, la dispersion des revenus est moindre qu'en mode libéral. Et là, on est donc dans une explication qui est conforme à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. L'activité mixte comprime en quelque sorte les différences entre les individus parce qu'elle mélange d'une activité sûre et une activité incertaine, alors que le mode libéral est une activité qui dépend de votre position dans le métier, de votre position dans un marché local de soins et de votre réputation, etc. Et donc, les inégalités, les dispersions de revenus sont toujours plus fortes dans le mode libéral que dans le mode mixte. Voilà la preuve en est donnée ici. Alors, il faut que j'avance assez vite parce que je ne peux pas rester trop longtemps sur ces questions d'indépendance. Je voudrais rejoindre mon agenda de travail, mais je veux vous faire la démonstration jusqu'au bout. Le point qui est intéressant, c'est, pour vous donner une idée de cette opposition entre indépendance et salariat, comme je l'ai dit, le salariat produit moins d'inégalités que l'indépendance, pour toutes les raisons que j'ai exprimées. Je vous donne ici une statistique très générale sur l'ensemble des pays européens qui compare l'inégalité, tout métier confondu, l'inégalité dans les revenus du salaire et l'inégalité dans les revenus de l'indépendance. Et l'indépendance est figurée par les traits de couleur plus clairs que le salariat. Et à quelques pays près, vous voyez que
les écarts sont très spectaculaires dans la plupart des pays entre l'indépendance et le salariat. Donc on a bien affaire à ces deux mondes, à ces deux systèmes d'activité qui sont profondément différents. Je voulais revenir à ceci pour contraster la position des psychiatres et celle des anesthésistes. Les anesthésistes sont ici, ils sont donc tout en bas de la dispersion, mais si vous vous souvenez, ils sont en fait très haut dans la hiérarchie des gains. Voilà un cas intéressant où on a les psychiatres, c'est l'inverse. Ils sont assez bas dans la hiérarchie des gains, mais ils sont très hauts dans la dispersion. Ils sont beaucoup plus hauts dans la dispersion, notamment en libéral. Et voilà le mécanisme. Les psychiatres, 48% des psychiatres ont une activité mixte contre 17% des anesthésistes. Deuxièmement, les revenus des psychiatres sont beaucoup moins élevés que ceux des anesthésistes, 79 000 euros contre 147 000 euros en moyenne. Et enfin, comme je viens de le dire, pour les psychiatres, la dispersion de l'activité libérale est beaucoup plus forte. Autrement dit, la constitution d'une clientèle est le produit de facteurs réputationnels beaucoup plus variables que pour les anesthésistes. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un anesthésiste célèbre ? C'est un peu difficile, mais on peut trouver évidemment le nom de psychiatre célèbre. Simplement, l'anesthésiste, on peut le dire comme ça, a la valeur technique et économique de ses actes de travail, coefficient de risque inclus dans l'activité, qui n'est pas mince, de même que pour les chirurgiens. Le revenu des anesthésistes est en moyenne beaucoup plus élevé. Mais ils sont plus homogènes. Et donc, plus élevés, plus homogènes, les psychiatres, moins élevés et plus dispersés. Donc, pour les psychiatres, la pratique mixte est à la fois plus répandue et agit comme un levier d'amélioration des gains, en même temps que comme un réducteur d'incertitude sur les chances de travail, puisque la dispersion en pratique mixte est presque 2 fois plus faible qu'en pratique libérale. Alors, ici, on a affaire à un mécanisme classique qu'un économiste célèbre, Sherwin Rosen, a décrit dans un papier fameux qui s'appelle Economics of Superstars et qui dit comment les gains peuvent être liés à la réputation. Je cite ce passage connu, mais tout à fait évocateur. « Certaines tâches sont si routinières et si bien circonscrites par la manière habituelle de les exercer qu'à peu près n'importe quelle personne compétente y atteint le même résultat. D'autres activités sont plus difficiles, plus incertaines, ce qui offre de nombreuses possibilités d'agir et de décider comment faire. Dans l'exercice de telles tâches, un talent supérieur a plus de chances d'émerger et de faire la différence. Des médecins aux capacités supérieures passent beaucoup moins de temps à traiter des cas routiniers que des cas difficiles. » Et donc, le mécanisme de concentration des gains via la réputation est assez spectaculaire dans le cas de la médecine. Un chirurgien dont la capacité de sauver des vies dépasse de 10% celle de ses collègues peut attirer vers lui une demande qui est beaucoup plus importante que cet écart de 10%. Ses tarifs seront bien supérieurs que cet écart de 10% et ses gains totaux aussi, d'où les phénomènes de dispersion. Et les professionnels, donc les plus talentueux, sont en mesure de cumuler les bénéfices à la fois des tarifs plus élevés, une clientèle qu'ils sélectionnent par le tarif et une clientèle qui a tendance, quand elle a un budget élevé de soins de santé, à dépenser évidemment beaucoup pour l'entretien de sa santé. Voilà le genre d'analyse qui émerge alors que l'activité salariée est, elle, très encadrée. Elle est beaucoup plus normée. Donc, dès que vous entrez une partie de votre activité mort sur le salariat, sa dispersion est comprimée. La dispersion n'apparaît que par la quantité des actes de travail salariés que vous pouvez réaliser. Celle-là aussi introduit des différences, puisque si vous êtes un médecin réputé et que l'hôpital vous demande beaucoup, vous aurez une activité salariée intense par la quantité, mais pas par le prix. Alors que dans l'indépendance, vous aurez une activité rémunératrice par une multiplication entre la quantité et le tarif, qui sont corrélés positivement.
Alors que dans le monde du salariat, les deux ne sont pas corrélés de la même manière du tout. Votre tarif n'est pas élastique, il est normé, il est gradué. Encore qu'il y a un secteur privé dans l'activité hospitalière qui mélange les deux caractéristiques. Mais bon, je laisse de côté ce point-là, sinon je fais de la sociologie de la médecine. Le dernier point que je voudrais examiner maintenant, c'est l'incidence propre de la troisième modalité de diversification qui est quand on passe de l'individu à l'unité ménage ou aux ressources conjointes. Il se trouve que les indépendants, l'affaire de l'indépendance est une affaire plus familiale et conjugale que le salariat. C'est un résultat qui émerge de beaucoup de recherches. Comme je l'ai indiqué antérieurement, il y a à la fois une hérédité sociale, mais il y a aussi une homogamie professionnelle qui est très importante pour comprendre ce que c'est que la gestion du risque. C'était ma troisième catégorie de gestion du risque, par le capital, par l'activité et par autrui, par la liaison conjugale ou la conjugaison des ressources dans un ménage. Ici, vous avez une analyse un peu plus ancienne des facteurs de mise à son compte et des gains de la mise à son compte qui distinguent les artisans des autres indépendants des services. Et le point qui est important, c'est que la présence d'un couple joue un rôle très important pour augmenter les chances de survie dans l'exercice du métier. La situation du conjoint agit de manière à réduire le risque. Pour les artisans comme pour les indépendants des services, les célibataires sont 2 fois moins nombreux à s'installer que les non-célibataires. Lorsque les conjoints travaillent ensemble et se mettent à leur compte ensemble, leur projet est généralement beaucoup plus aisé à réaliser et a des chances de survie supérieures. Donc c'est un amortisseur clair, et donc ça rejoint des observations que j'ai faites antérieurement sur le monde de l'artisanat, qui est un monde qui conjugue des valeurs. L'emprise du travail n'est pas une simple emprise sur les quantités, mais aussi sur le système familial ou le système conjugal d'activité et la gestion des risques qu'il représente, avec les perversions qu'il comporte aussi. Une salariée d'un indépendant ou la femme d'un indépendant dit mon contrat de travail, c'est mon contrat de mariage. Et donc ça peut être aussi une forme de dépendance non voulue et une dépendance subie avec un problème d'impossibilité de sortir du mariage, puisque un divorce, c'est aussi une perte de contrat de travail ou une perte de ressources dans ce cas-là. C'est un des points sensibles de l'organisation de l'activité dans ces métiers. Alors, je voudrais conclure cette série d'exposés qui contrastaient l'indépendance et le salariat en m'interrogeant sur la temporalité de l'activité. Quand j'ai raisonné en termes de valeur du travail dans le salariat, vous vous souvenez que la graduation ordinaire, c'est la graduation basse, c'est-à-dire la désutilité, la valeur négative du travail. Ce qui est important, c'est le sacrifice du présent pour le futur. C'est le gain et le loisir qu'on se réserve qui est l'objectif. Et donc le temps présent, c'est un temps de l'aliénation, du sacrifice du temps de loisir, c'est un temps de perdre sa vie à la gagner, etc. C'est comme ça qu'on gradue la désutilité dans une première approche. À l'inverse, quand on valorise l'activité, on donne au temps présent sa pleine importance. La plénitude du présent de l'action, c'est en quelque sorte une manière de valoriser la créativité de l'agir. C'est un problème très profond dans la science sociale que de savoir quel est l'horizon du raisonnement. L'économie travaille essentiellement en horizon de projection sur le futur. C'est son mode de raisonnement. Un des concepts de base
de l'économie, c'est le coût d'opportunité. Pendant que je fais ça, qu'est-ce que je ne fais pas d'autre ou qu'est-ce que je sacrifie exactement si je fais quelque chose? Pendant que je fais ce cours ici devant vous, qu'est-ce que je sacrifie au juste? Peut-être moins de choses que dans une autre situation, en tout cas à mon sens certainement, parce que ce rôle est, j'espère, pour vous aussi relativement gratifiant. Mais l'économie travaille comme ça, parce que son horizon, c'est la décision. La sociologie va contraster deux manières de raisonner sur le temps. Une manière qui est agir, c'est aussi se rapporter à un horizon, mais agir, c'est aussi se relier, et se relier dans des situations et dans des séquences de travail. Et la valorisation du travail, elle est toujours liée à un séquencement qui donne une certaine importance au présent, parce que c'est là qu'on voit apparaître des phénomènes de coopération, de coordination, d'interchangeabilité des points de vue. Je reviendrai sur ce problème un peu plus tard. Et donc, et aussi de capacité de se représenter mentalement un arc de réalisation de son travail en anticipant mais en le rapportant au présent. Vous vous souvenez que la critique majeure du taylorisme, c'est j'agis sur un truc, une séquence, mais je ne connais pas les suivantes. Or, l'artisan peut s'imaginer la totalité de l'arc de réalisation. Et donc, une des manières de décrire ce problème, c'est dans le travail salarié. Qu'est-ce qui est une manière d'introduire le futur dans l'activité pour le faire agir sur le présent? C'est la carrière salariale et le problème du développement du capital humain. La manière positive de valoriser le travail, c'est le principe aristotélicien. Il vaut mieux exercer davantage ses compétences et de les varier davantage que d'en avoir un usage limité. Et pour ça, il faut un travail à horizon long, et où l'individu a le sentiment de se développer. Donc la seule manière de rapatrier la valeur positive dans un horizon futur, c'est en quelque sorte de montrer que le travail est transformateur sur l'individu, dans le présent, mais aussi de manière cumulative. Eh bien, l'activité, je rappelle les points, intensité de travail et emprise de travail, salariat toujours plus important que l'emploi, l'indépendance toujours plus intense, le travail est toujours plus intense que dans le salariat, c'est acquis ce point-là. Donc on a donc une idée de, mais est-ce que le travail de cette nature-là, si intense, peut-il être valorisable? Quand on va regarder ensuite, on va ancrer le travail dans ses composantes de biographie et de parcours, donc on ne se limite plus à l'acte de travail lui-même. On voit que les indépendants viennent davantage du monde des indépendants. Et, il y a un taux de surreprésentation ou de transmission et d'hérédité professionnelle qui est net. Il y a aussi un mécanisme essentiel de prise sur le futur qui doit agir, qui est l'investissement. Là, j'ai un graphique qui représente la quantité des investissements nécessaires dans les différents métiers de l'indépendance, les libéraux étant ceux qui investissent le plus, à la fois en médiane et dans le quartile supérieur. Donc ça vous donne évidemment un sens du temps qui n'est pas simplement le temps présent, mais un temps d'accumulation. Et ici, je vous donne l'analyse des facteurs qui agissent sur le revenu. Donc l'ancienneté joue un rôle considérable, c'est ça que je veux faire apparaître, beaucoup plus que le diplôme. On contraste les non-salariés et les salariés. Le diplôme agit évidemment pour les professions libérales, mais en dehors de ça, le diplôme en dessous n'agit que beaucoup moins que dans le salariat. Donc l'investissement initial qu'est le diplôme, donc la prise sur le temps futur que représente l'investissement par la formation, est beaucoup plus faible que la prise sur le futur que représente l'ancienneté. L'ancienneté, c'est l'accumulation temporelle de valeurs et de chances de éventuellement développer l'entreprise et de se développer soi-même dans l'entreprise. Enfin, évidemment, les situations sont très différentes selon les métiers. L'ancienneté n'a pas la même valeur dans les métiers secteurs, les différents secteurs. Ça, j'en ai déjà parlé. Je finis assez vite. Et je vais laisser tomber cette affaire-là, qui était les médecins.
pardon, les viticulteurs, les agriculteurs, j'aurais voulu vous montrer ce qu'est exactement le gain d'un agriculteur et pour dire que l'agriculture, c'est un bien public. Les subventions à l'agriculture dépassent les revenus. La composante des subventions dans les revenus est considérable. Donc la prise sur le temps, c'est une prise sur l'espoir que la PAC va continuer et que la société tout entière va soutenir l'activité de certains secteurs particuliers où les agriculteurs sont autant des conservateurs du patrimoine que des exploitants agricoles. Mais le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'est-ce qu'est le patrimoine d'un salarié ou d'un indépendant. Et là, vous avez des différences tout à fait spectaculaires. Un agriculteur a une moyenne, alors que son revenu moyen est en bas de la hiérarchie des indépendants, son patrimoine est en moyenne, ici, sur des données de 2010, de 725 000 €, avec des dispersions, bien sûr, mais l'artisan a un patrimoine de 550 000 €, la profession libérale 760 000 €, et quand vous regardez les cadres, le monde du salariat, on est toujours en dessous, 337 000 pour un cadre, etc., et ça descend très vite. Et les retraités ont eux-mêmes un patrimoine qui est beaucoup plus élevé. Un ancien indépendant a un patrimoine de 539 000 € contre 249 000 pour un salarié, toute spécialité, enfin toute catégorie sociale, socio-professionnelle confondue dans les retraités des deux mondes, salariat et indépendance. Autrement dit, vous voyez se relier ici les différentes valeurs que peut avoir le travail quand on le temporalise. Le travail est un travail qui a un sens différent dans l'instant où il se réalise à travers le contraste entre la situation de collaboration ou non, d'intensité de collaboration et de sentiment d'accumuler. Il se réalise sur un temps beaucoup plus long, par transmission familiale, par ancrage dans des mécanismes d'hérédité. Il se réalise par une emprise plus grande sur la vie conjugale et familiale, à la fois par l'hérédité et par la conjugalité, et il se réalise par la temporalité apprise sur le mécanisme d'accumulation, d'investissement en capital, puis de constitution d'un capital et d'un patrimoine qui est accumulé progressivement et qui joue comme évidemment une forme de réalisation. Donc tout ça est impliqué dans ce que veut dire le travail et qu'une cotation simple en termes de est-ce que vous êtes heureux dans votre travail ou pas oublie très vite parce qu'elle ne peut pas le capter de cette manière-là. La profondeur temporelle de l'ancrage dans les différents mondes a un sens très très précis et multiple. Voilà le raisonnement que je voulais mener jusqu'à son terme pour conclure cette partie sur l'indépendance et je vais clore à temps cette fois-ci, et j'en suis heureux, pour accueillir maintenant mon collègue Jean-Emmanuel Ray, juriste, professeur à Paris 1, que je vais vous présenter brièvement, qui, je crois, ne recourra pas au PowerPoint et qui donc est à l'avant-garde d'une nouvelle génération d'universitaires qui ont décidé de se passer de la technologie pour briller par leur verbe seul. Vous vous mettrez peut-être ici, comme ça vous aurez la disposition des rafraîchissements et on va vous placer un micro qu'on va m'enlever pour vous l'attribuer.